Allez, je vais avoir le plaisir d'animer une table ronde sur le thème de la data. Il va falloir un peu de concentration, c'est le sujet le plus technique de la journée. Pour ce faire, je vais appeler trois invités, Martin Sauer, Grégoire Perron et Alexandre Garnier. Venez me rejoindre. Comment ça va, messieurs? Très bien. Déjà, Très bien, merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Martin, toi, tu es directeur marketing de Manutan. Grégoire, tu es directeur pour les solutions double-clic en Europe du Sud. Et Alexandre, tu es directeur pour AWE et même founder, devrais-je dire, pour cette agence. Alors, peut-être, est-ce que vous pouvez juste en introduction nous présenter qui est votre entreprise? On commence par toi, Martin. Donc, bonjour à tous. Manutan, on est une entreprise qu'on appelait avant de vente à distance, mais on est en train de se transformer comme un acteur un vrai distributeur multicanal. On vend tout ce dont peut avoir besoin une entreprise. Ça va de la petite fourniture industrielle, la manutention, des tables, des chaises, de la fourniture de bureau, des cartons. On a une gamme de 50 000 produits. On est présent sur 20 pays et le groupe fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est exclusivement dédié aux entreprises. Donc moi, je travaille pour DoubleClick, qui est une entité de Google. DoubleClick, on est un provider de solutions à destination des annonceurs pour, en gros, optimiser, gérer vos achats digitaux. Donc c'est des outils de business intelligence, de tracking, de reporting et puis d'achat média également. Il y a aussi toute une facette liée à la data, au management de la data, des solutions Google Analytics Premium, et des solutions liées au management de la donnée dont on va reparler un petit peu plus tard aujourd'hui. Bonjour, je suis Alexandre Garnier, je suis le directeur et le fondateur d'une agence qui s'appelle AWE, qui existe depuis plus de 10 ans sur le marché. Et nous sommes historiquement une agence de search marketing, spécialiste des moteurs de recherche et en particulier de Google, Google Certified, Google Analytics Certified, etc. On a historiquement travaillé pour les .com et les problématiques de e-commerce avant de nous spécialiser depuis 3 ans sur les problématiques de B2B qui sont très spécifiques en matière de digital. Voilà, on compte parmi nos clients beaucoup de grands groupes industriels comme Total, Algeco, Holcim et d'autres pour qui, encore une fois, on implémente des stratégies digitales spécifiques au B2B. Merci, messieurs. Alors, je vais tenter d'expliquer la mission qui nous incombe à tous les quatre là, durant les 22 prochaines minutes. On l'a vu cet après-midi, l'environnement et ce parcours client est de plus en plus complexe. Les points de contact se sont multipliés. On va chercher un contact aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On regarde une vidéo sur son ordinateur. On visionne un catalogue sur sa tablette et même on compare les prix sur son mobile. Cette tendance a finalement accentué ce parcours erratique, notre vision en silo des choses. Et il est de plus en plus difficile d'avoir une vision, de comprendre un petit peu et d'avoir une vision, de comprendre la valeur de chaque canal d'acquisition. Dans le même temps, les technologies ont évolué. Avant, si on prend l'exemple des outils Web Analytics, on avait accès à des données assez simples, de type conversion et visiteurs. Aujourd'hui, on peut construire des modèles d'attribution plus personnalisés et segmenter des groupes de visiteurs. Le focus actuel aujourd'hui, c'est bien de se concentrer sur l'utilisateur et d'essayer de réconcilier finalement ces données pour reconstituer ce parcours client. Cet univers est devenu de plus en plus complexe à appréhender et ça tombe bien, c'est l'objectif de notre discussion. On va se donner 3 étapes, je crois qu'on est déjà d'accord tous les 3. La première étape, ça va être d'essayer de comprendre l'importance et l'enjeu de la collecte de la donnée. La deuxième étape, ça va être d'essayer de vous partager un peu les best practices de l'utilisation de cette donnée. Et enfin, on va essayer de voir comment on va plus loin en intégrant cette donnée dans mon propre système d'information. On commence par la collecte. Je vais me tourner vers Grégoire. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quel premier conseil en fait, que tu donnerais à une entreprise qui a envie de rentrer dans cette logique d'utilisation de la donnée et est-ce qu'il y a une infrastructure à mettre en place? Alors, je pense que le premier sujet, c'est déjà de bien comprendre les données que l'on possède, où est-ce qu'elles sont stockées et qu'est-ce qu'on veut en faire.
Donc il y a un audit qui est, je pense, la phase primordiale à faire, qui est souvent assez compliquée parce qu'on se rend compte que les données, elles sont un peu partout dans l'entreprise, elles sont utilisées par différentes entités de l'entreprise, et donc il y a vraiment une phase de mode projet dans lequel on va rentrer pour réfléchir à quelles sont les données dont j'ai besoin en termes marketing, quelles sont les données que je veux leverager pour améliorer mes gains de performance marketing, que ce soit sur des objectifs de performance pure ou de branding d'ailleurs. Donc, premier sujet, je pense, c'est ça. Et en fait, dans cet audit, on se rend souvent compte qu'on travaille sur des bases technologiques qui sont très disparates. La notion de silo dont tu évoquais tout à l'heure, elle est, je pense, le quotidien de la plupart des entreprises qui sont ici, et c'est bien normal. Donc le premier sujet, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme technologie sur lesquelles reposent mes données? Et là, je parle de données CRM, mes données publicitaires ad-centric, mes données site-centric, par exemple. Sur quelles technologies sont-elles basées? Est-ce que ces technologies se parlent facilement? Est-ce que j'ai moyen de pouvoir faire des overlaps entre les différents segments d'audience, les différentes listes d'audience qui sont sur ces solutions? Donc je pense qu'une fois qu'on a fait cet audit-là, la réflexion, c'est vraiment de se dire quel est l'idéal que je souhaiterais avoir, et donc réfléchir à une organisation un peu future-proof en termes d'infrastructure qui permettra de faire transiter facilement la donnée et selon les fonctionnalités, les usages que vous avez définis. Le mot à la mode, c'est DMP, Data Management Platform. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, un Data Management Platform, c'est effectivement un buzzword, on en entend beaucoup parler. Je pense qu'il est important de bien, encore une fois, requalifier ce que ça signifie exactement et l'usage d'un DMP. Pour nous, un DMP, c'est avant tout une infrastructure qui permet d'ingérer de la donnée de différents types. Et quand je parle de données, je parle de listes d'audience, principalement. Donc on parle de cookies, anonymisés évidemment, mais on parle de cookies. C'est d'ingérer ces données, de pouvoir les éditer et de pouvoir travailler ces listes d'audience pour déterminer des listes d'audience les plus pertinentes possibles selon vos problématiques marketing. Donc c'est des overlaps entre des données qui sont des données ad-centric, des overlaps entre des données qui sont site-centric et par exemple des données CRM que vous avez digitalisées. Une fois que vous avez édité, vous avez créé des listes d'audience qui sont plus pertinentes ou plus fines, vous allez pouvoir, et c'est je pense un des points importants de la DMP, pouvoir publier ces données dans des outils qui permettent d'acheter des espaces publicitaires en prenant en compte ces données. On parle de plus en plus aussi de RTB aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur le real-time bidding? Donc c'est la suite finalement. C'est comment vous publiez ces données, c'est-à-dire utiliser ces données pour être plus efficace dans vos achats publicitaires, dans votre marketing. Et donc ça passe par ce qu'on appelle effectivement le real-time bidding, des enchères en temps réel. Juste peut-être pour très rapidement réexpliquer ce que c'est. Une enchère en temps réel, c'est la capacité d'acheter une impression publicitaire entre le moment où, en tant qu'internaute, je vais appeler une page publicitaire et le moment où elle va s'afficher. Donc à partir du moment où j'appelle une page publicitaire, sur un éditeur qui a décidé de confier la monétisation de cette page publicitaire, sur sa page publicitaire, un espace publicitaire, à une place de marché en temps réel, et bien à partir de ce moment-là, il y a une bid request qui va être générée à des acheteurs. Les acheteurs vont recevoir de l'information en disant il y a un appel publicitaire, tu as 100 millisecondes pour déterminer si cette impression t'intéresse. Voilà les deux informations concernant cette impression sur le contexte de la page, l'URL de l'éditeur, et des informations sur le user qui sont en train de l'appeler. Donc encore une fois, des cookies anonymisés, mais des cookies qu'on peut matcher avec des données que vous auriez définies et ingérées dans un DMP. Donc l'idée, elle est juste une fois que j'ai reçu cette bid request, il faut que je réponde très rapidement à est-ce que cette impression m'intéresse? Est-ce que la personne qui est en train de l'appeler m'intéresse? Et à quel prix je souhaite l'acheter? Donc ça, c'est le RTB. Évidemment, on se rend compte que dans cette logique-là, on est dans une logique d'achat publicitaire display qui va prendre en compte deux facettes. Le contexte de la page sur laquelle que je vais acheter, donc quelque chose finalement qui existe depuis très longtemps. C'est juste en temps réel, je sais, sur une impression spécifique, est-ce que je vais pouvoir déterminer si ce contexte m'intéresse. Et puis deuxièmement, un autre proxy qui est finalement très nouveau et très important, c'est l'audience, la personne qui est en train d'appeler cette page. Sans avoir qualifié au préalable les données que j'ai moi-même, que ce soit des données first party, site-centric ou CRM comme je le disais, je rate une opportunité d'acheter de manière plus pertinente une impression publicitaire. Donc ça, c'est le RTB.
Le DMP est très à la mode, ou en tout cas il y a un buzzword, puisque le RTB a cru de manière très forte. Et en France, depuis 2 ans, c'est beaucoup développé. Il permet des gains d'efficacité publicitaire intéressants, en leverageant encore mieux les données qui vous appartiennent, en ingérant ces données dans un DMP, mais il y a d'autres manières de le faire aussi simple, via vos ad serveurs, et faire en sorte que ces données, ces listes d'audience parlent avec un outil d'achat en temps réel, et vous allez améliorer votre communication. On collecte la donnée, puis la prochaine étape, c'est d'activer et de réactiver cette donnée. Je vais maintenant me tourner vers Martin. On va passer à l'étape 2, donc l'utilisation de cette donnée. Je vais m'intéresser à finalement comment tu as tiré profit d'un outil Web Analytics dans ta stratégie marketing. Je crois que tu utilises Google Analytics. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu utilises cet outil et quelles sont tes attentes? On utilise Google Analytics depuis à peu près 4-5 ans, je dirais maintenant. Alors à la base, c'était vraiment... on avait besoin d'un outil de Web Analytics. On avait un outil du marché, mais globalement qui avait été très mal configuré, donc il n'y avait pas de rapport qui donnait les mêmes infos. Et donc on s'est tourné naturellement vers Google Analytics parce que c'était très standard à l'époque. Ça répondait parfaitement à notre besoin, qui était tout simplement de savoir, c'était une approche très monocanale, qui disait d'où venait le trafic et qu'est-ce qui se passait sur le site, où étaient les pain points pour les clients, et d'être capable d'y répondre. Et très honnêtement, Google Analytics, il répondait très bien, il répond toujours très bien, mais à la base, c'était vraiment sur une approche très monocanale et d'optimisation e-commerce et e-marketing classique. Alors justement, en termes d'utilisation, qui utilise chez Manutan l'outil aujourd'hui, et quels sont les KPI que vous suivez? Alors, on monitore encore beaucoup tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire tout le traffic management, je dirais, en travaillant de plus en plus sur les fameux modèles d'attribution, justement. Donc ça, c'est vraiment les équipes marketing qui s'en occupent. Et notre gros défi en ce moment, c'est de faire en sorte que l'outil soit utilisé par plein d'autres types d'équipes métiers, comme les équipes produits, par exemple. Pour ceux qui connaissent Manutan, Manutan est très souvent connu par la taille de son catalogue, qui fait 2600 pages et qui pèse 3 kilos. Et c'est vrai que c'est un peu l'ADN de la boîte, peut-être plus en interne qu'en externe d'ailleurs. Et du coup, les équipes produits travaillaient sur des cycles annuels, qui étaient les cycles de production du catalogue. Et maintenant, on leur demande de travailler quotidiennement, d'optimiser quotidiennement leur merchandising, et leur donner des outils pour monitorer ce qui se passe sur le site web, l'impact de ce qu'ils font. C'est un élément essentiel du change, et qui, très honnêtement, est en train de prendre. Alors, c'est pas totalement adopté par tout le monde, mais ça marche très bien. L'outil est très simple d'utilisation, et ça permet vraiment d'accroître la rapidité du change en interne. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as envie de donner? Moi, je pense que le conseil, et notamment par rapport à tout ce qu'a dit Grégoire juste avant sur le parcours unifié du client, je pense que nous, en B2B, on a quand même un gros problème qui est qu'il n'y a pas de Google B2B, il n'y a pas de Google B2C. Et donc, on est toujours très confronté à comment je cible la bonne personne. Et c'est vrai que nous, on vend, par exemple, des chaises de bureau. Comment est-ce qu'être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui cherche tout simplement une chaise pour son bureau à la maison ou pour son enfant à la rentrée? Et c'est vrai qu'on croit énormément alors c'est un terme un peu barbare, mais à la cookieification des utilisateurs, c'est-à-dire de s'assurer que chaque fois qu'on a une opportunité de se dire que ça, c'est une bonne personne pour nous, de lui déposer un cookie et d'utiliser tous les outils qu'a présenté Gaël juste avant pour cibler la bonne personne. Et le deuxième conseil, c'est aussi de beaucoup travailler sur alors nous, on n'a pas de DMP ou d'outils compliqués. Pour l'instant, c'est plutôt une grosse base Access sur lequel on met toute la data qu'on a et on essaye de la croiser et d'essayer de comprendre le parcours client, notamment à travers les différents outils marketing qu'on utilise, comme le print et le web, tout simplement. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a aucune étanchéité entre les canaux. Et donc, on investit beaucoup dans beaucoup de choses. Et à la fin, malheureusement, les coûts d'acquisition client, notamment, augmentent très fortement, ou les coûts du lead. Et c'est juste vital de trouver des bons leviers
pour comprendre ce qui se passe et de prendre les bons enseignements. Et c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très long, et surtout ne sous-estimez pas l'impact sur le fait que les équipes marketing, en tout cas c'est le cas chez Manutan, elles ne sont pas du tout habituées à avoir ce type d'analyse-là. Moi, j'ai personne dans mon équipe qui est capable vraiment d'avoir une approche, de se dire ok, qu'est-ce qui se passe sur le client et comment je prends les bonnes décisions là-dessus. Donc travailler sur la data, c'est super, c'est essentiel. Par contre, si derrière, il n'y a pas ce qu'il faut pour analyser, ou en tout cas le change n'a pas été fait, ça servira tout simplement à rien, et surtout pas se lancer dans les trop gros projets. Merci Martin, très bon conseil. On a vu la partie ad-centric, on a vu la partie site-centric. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin en termes d'intégration de la donnée, avec notamment son système d'information. Parce que dans le B2B, on est plutôt assez fort là-dessus. On a des solutions de CRM, on a des solutions de business intelligence. Je vais me tourner vers Alexandre, qui va peut-être nous aider à nous partager quelques expériences. Je crois que tu as une expérience assez intéressante en termes de qualification des prospects. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Absolument. Alors, effectivement, quand on travaille avec des acteurs du B2B, il y a deux différences majeures avec ce qu'on voit en e-commerce. La première, ce sont les cycles de décision qui sont longs, et les cycles de vente derrière qui sont longs. Ça, c'est une première différence. Et la deuxième différence, c'est la rupture dans le chemin de l'internaute ou du prospect entre le online et le offline. Quand on fait du e-commerce, la conversion, la vente se fait online, elle est facile à mesurer, elle est immédiatement mesurée, quantifiée, et on peut tout de suite faire de l'analyse. En B2B, pour les acteurs du B2B qui font de l'acquisition de prospects, la rupture est donc très nette. On va récupérer du trafic, amener du trafic qualifié sur le site. Prenons l'exemple d'Algeco, que tout le monde connaît. On va chercher du trafic qualifié sur les sujets de la construction modulaire. Ce trafic, on travaille à le faire convertir, c'est-à-dire le transformer en demande de devis sur le site. Ces demandes de devis sont envoyées à des commerciaux en région, ça peut être des plateaux de commerciaux ou des commerciaux en région, pour être rappelés puis convertis en clients, en contrats. Donc on parlera peut-être dans un deuxième temps de l'interfaçage entre l'analytics et le CRM, mais dans un premier temps, qu'est-ce que l'analytics apporte justement à ces forces commerciales. Vous avez peut-être vécu dans vos entreprises, quand on commence à faire du online dans les groupes, on a d'abord la réticence des commerciaux qui en général contestent ou critiquent la qualité des leads qui viennent du web versus la qualité du lead qui viennent de leurs canaux habituel. Ça, je l'ai entendu dans beaucoup de groupes, je l'ai expérimenté, et grâce à l'analytics, on a pu lever des doutes et gagner la confiance et donc l'appui des forces commerciales dans un certain nombre d'entreprises comme Algeco. Alors, très concrètement, je vais chercher du trafic sur AdWords, en référencement et ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Le trafic vient sur le site et je fais 100 leads dans la semaine que je renvoie vers les commerciaux. Et j'ai donc 100 leads qui vont être traités par des commerciaux exactement de la même manière. Et c'est là que les commerciaux vous disent mais oui, mais il y a des bons leads, il y a des mauvais leads. Comment faire la différence entre les deux? Et c'est là qu'on crée une déception. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Google Analytics? C'est que avant d'envoyer un lead, on appelle ça une conversion sur un site web, vers les commerciaux, on va y intégrer toutes les données analytics comportementales liées à cette demande de devis. Dès lors qu'il clique, le prospect clique sur « Envoyer mon devis », moi on récupère dans Analytics tout son comportement amont. Et donc je sais ce qu'il a tapé comme mot-clé, je sais s'il a téléchargé ou pas de la documentation, je sais si c'est sa première visite ou sa troisième, et je connais énormément d'informations comportementales. Et ça me permet de noter la qualité du lead avant de l'envoyer aux commerciaux et d'être capable de dire sur ces 100, il y a à notre avis 10 que tu devrais rappeler tout de suite parce que ceux-là m'ont l'air relativement chauds. Et un prospect chaud, si je vous prends quelques exemples très simples de mesures que vous connaissez dans Google Analytics, il y a le nombre de visites sur les dernières semaines, il y a le type de mots-clés qu'il a tapé, un utilisateur qui vient pour la première fois en tapant construction modulaire et qui vous fait un devis, vous êtes sur un curieux. Vous êtes en réalité, et c'est comme ça qu'on construit des stratégies, sur un prospect qui est dans la première phase
de son process décisionnel, la phase de découverte. Ensuite, il passera dans une phase d'intention et il terminera dans une phase de décision. Donc, on dispose encore une fois de chiffres analytics, données analytics qui permettent facilement d'identifier si on est ou pas sur un prospect qui serait plutôt dans sa troisième phase et donc à quel point on doit le rappeler rapidement ou en priorité. Voilà un exemple de qualification de prospect qu'on utilise très concrètement avec des forces commerciales dont on a les retours rapidement. Un autre exemple, c'est le nerf de la guerre, c'est de rentrer en contact dans le B2B. Et donc, souvent, ça se fait par téléphone. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réconcilier cette donnée online et offline, donc en l'occurrence offline concernant l'appel téléphonique? Est-ce qu'on peut évaluer un appel téléphonique aujourd'hui avec le parcours client de l'utilisateur online? Oui, alors, c'est un vrai sujet, l'appel téléphonique, le call tracking, le nom un peu anglais. On a d'abord, quand je dis on, c'est le marché, exclu le sujet téléphone des sites web et des opérations digitales en considérant que c'est beaucoup plus facile de faire une demande de devis en ligne. Puis, on a intégré le web callback. Pourquoi ? Parce que le web callback, il est facilement traquable au même titre qu'une demande de devis, donc j'ai toutes les données dessus. Et on a un peu oublié je donne un numéro à appeler. En B2B, une grosse partie des prospects, surtout ceux qui sont dans la phase décisionnelle, ils souhaitent prendre leur téléphone et parler à quelqu'un. On est sur encore une fois un process de décision long. Dans le cas d'Algeco, vous connaissez bien sûr les cabanes de chantier, mais un de leurs gros produits, c'est les écoles modulaires. Et donc, on s'adresse à des municipalités, des bureaux d'études qui vont utiliser une solution Algeco pour agrandir une école sur leur ville. Donc, vous vous doutez que ce n'est pas une décision qui se prend en 10 minutes. Et donc, bien sûr, on va vouloir avoir un numéro de téléphone de préférence régionalisé, parce que c'est évidemment par région enfin, en tout cas, c'est par région qu'on travaille avec Algeco. La stat que je peux vous donner, c'est que sur la France, on a 20-25% des demandes de devis qui se font par téléphone. Et alors, on travaille sur plusieurs pays avec Algeco. Sur le UK, l'Angleterre, qui est un marché qui est très en avance par rapport à la France. On dit, je pense, 2 ans d'avance sur la France. C'est plus de 50% des leads qualifiés qui se font via un appel téléphonique. Le web est utilisé pour prendre connaissance de la marque, comprendre les produits, benchmarker. Ensuite, on appelle et on termine sa décision. Or, je reviens à ta question, le problème, c'est que je ne sais pas dire d'où viennent ces appels téléphoniques. Et donc, quand on pose la question aux entreprises, ils vous disent « j'ai X appels qui viennent du web, point ». Et donc, on peut difficilement pousser dans les plans médias si on n'a pas l'analyse par canal, exactement comme pour une demande de devis, des appels téléphoniques. Donc, le call tracking répond à cette problématique. Et donc, on a aujourd'hui des systèmes qui permettent de dire cet appel vient de tel mot-clé dans Google AdWords, de telle campagne display, de tel visionnage sur YouTube, et donc d'activer, pousser ou pas des opérations liées aux appels téléphoniques. Ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, on réintègre l'appel téléphonique dans le sujet digital. Et encore une fois, en B2B, ça peut être une très grosse partie de vos leads. Et il convient, dans les arbitrages budgétaires et dans les discussions budgétaires, de les répatrier pour pas qu'elles soient considérées comme étant, si c'est du téléphone, c'est pas du web. Encore une fois, que j'entends beaucoup. Premier élément. Deuxième élément, et on en a parlé tout à l'heure sur les sujets mobiles. On a de plus en plus, et une partie importante, parfois des 15%, des connexions prospects qualifiés qui se font à travers le mobile. Il convient donc évidemment d'avoir un tracking, ça je viens d'en parler. Mais le deuxième sujet, c'est qu'on peut pousser des campagnes spécifiquement sur le mobile, les click-to-call, et donc aller cibler des prospects qui, encore une fois, quand ils appellent, quand ils font des recherches non plus sur construction modulaire d'ailleurs, mais plutôt maintenant sur la marque, sur Algeco, c'est-à-dire quand ils sont dans la dernière phase de leur process décisionnel, là, entre 2 rendez-vous, je cherche l'entreprise que j'avais en tête et que j'ai déjà benchmarkée, je la cherche dans mon mobile et je l'appelle et je la contacte. Ça, on pousse la publicité AdWords directement dans les téléphones mobiles, en click-to-call et en activant les campagnes uniquement sur les jours et les heures d'ouverture des call centers ou des commerciaux. De cette manière, on a un dispositif complet lié à la gestion des appels entrants.
Alexandre, on est très bavard, il va falloir conclure. C'est une bonne nouvelle. Pour conclure, j'ai envie de vous poser une dernière question à tous les trois. C'est quel est votre prochain challenge, défi, dans vos environnements respectifs? Qui a envie de commencer? Martin, peut-être? La marque. Je pense que la présentation d'Anthony répond exactement à notre problématique. Comment on se différencie dans un marché où tout le monde a déjà bien pris sa place. Grégoire? Moi, je pense que c'est démystifier les buzzwords qu'on entend sur le marché et de manière très claire, vous accompagner dans le choix des meilleures solutions en fonction des technologies que vous avez déjà chez vous. Et un point qui est important, c'est en fonction des gens que vous avez chez vous pour opérer ces solutions maintenant et dont vous aurez besoin dans les mois ou dans les années qui viennent. Cette partie-là de l'opération, elle est hyper importante et on a tendance à ne pas assez en parler à mon goût. Merci, Grégoire. Pour nous, la partie, encore une fois, acquisition est très bien maîtrisée. L'enjeu, pour nous, agence et pour les marques, il est de développer tout ce qu'on fait en influence digitale pour des acteurs du B2B qui ne font pas d'acquisition de prospects sur leur site, mais qui cherchent simplement à influencer leurs différentes cibles à travers le digital. Et là, il y a des outils, des plateformes, des contenus, on appelle ça le content marketing et de l'analytics spécifique à développer pour mesurer l'impact d'opérations de content marketing. C'est très clair. Merci, messieurs. Vous revenez quand vous voulez. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci.